Acheter un ZX81? Je pense pas, non. C'est de la grosse merde. Un ZX81? Non, Burke. À chier. Non, merci. Elle est folle, ce que j'en pense. Personne ne veut de notre ordinateur. Pourtant, il coûte seulement $49,95. C'est pas cher. Même les vieux n'en veulent pas. Mais qui n'en veut? Eh ben moi je l'ai acheté. Et voilà. Et bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo, première vidéo de 2025 consacrée au hardware. Oui, parce que les jeux vidéo ça va 5 minutes, mais il faut parler un peu sérieusement du hardware, de toutes ces machines que j'ai en stock et qui me tarde de vous montrer dans ces vidéos dédiées voilà, à chaque machine. Et aujourd'hui on commence fort puisqu'on va parler du Sinclair ZX81. Oui, ce petit ordinateur tout mignon qui n'a l'air de rien et pourtant qui a permis à des milliers de gens, peut-être des millions de gens, de découvrir l'informatique au début des années 80, en 1981 exactement. C'est donc une machine mythique, le premier ordinateur pour pas mal de gens à travers le monde. Et donc je suis vraiment content aujourd'hui de dédier cette vidéo à cette petite merveille. Alors le ZX81, eh bien en fait c'est le successeur du ZX80 dont j'avais déjà dédié une vidéo il y a quelques années maintenant. La caméra n'était pas en HD, donc j'ai en profité pour le re-regarder. On va le comparer par rapport au ZX81. Ben oui, ils sont intimement liés. Hein. Le ZX81, c'est une évolution du ZX80. C'est une amélioration. Déjà que le ZX80 avait révolutionné l'informatique en 1980, et bien le ZX81 va transformer l'essai. Donc on va se servir du ZX80 pour faire la comparaison, ça va être super. Et puis là, j'ai mis un ZX Spectrum pour la forme parce que lui, il va être le successeur du ZX81 et donc quelque part aussi du ZX80. Toujours dans la miniaturisation, toujours dans le design incroyable. Qu'est-ce que j'aime cette machine. J'aime beaucoup les Sinclair, c'est vrai que j'en avais pas parlé trop jusqu'à maintenant, comme j'expliquais dans ma vidéo bilan de 2024, et bien jusqu'à maintenant j'avais plutôt tendance à parler des machines obscures, pas celles qui sont super connues dont tout le monde me parle, donc pas forcément des Sinclair. Et bien cette année on va reprendre un peu la marque Sinclair, on va parler de plusieurs machines, ça va être chouette. Donc ici vous avez un ZX81 en boîte aussi, on va ouvrir ça, on va regarder ce qu'il y a dedans. Évidemment on va regarder les extensions, les petits claviers de merde, enfin un peu moins merdiques que celui d'origine. On va regarder à l'intérieur des machines, regarder les composants, voir comment ils sont constitués. On va regarder évidemment le boîtier aussi, hein, les différents connecteurs dont on dispose. Bien sûr, on va passer à l'allumage de la machine, on va regarder le langage de programmation, le clavier aussi, comment on peut programmer sur ce clavier. Mais c'est impossible. Mais si, en fait, c'est très possible. Et puis, pour finir, évidemment, on testera quelques jeux. Au lieu de tester plusieurs jeux, je pense que là, on testera une démo, donc pour voir ce que l'ordinateur a dans le ventre, un ou deux jeux de l'époque et puis un homebrew, c'est-à-dire un jeu fait récemment pour voir ce que les programmeurs d'aujourd'hui arrivent à tirer d'une machine si limitée. Voilà, et avant de commencer, c'est vrai que j'entends souvent des gens dire « Ouais, le ZX81, c'est pourri, c'est nul, c'est une arnaque. » Non, mais pas du tout, au contraire. Ce qu'il faut bien comprendre et qui est peut-être difficile pour certains, c'est que toutes les machines dont on parle, on peut pas les comparer comme ça aujourd'hui sur un pied d'égalité. Ce sont avant tout des produits de consommation. Et les produits de consommation, ce n'est pas juste de la technique, de la puissance, c'est un savant équilibre entre le prix de vente et ce que vous pouvez mettre dedans pour le prix de vente que vous avez ciblé. Et c'est à cet égard justement que le ZX81 est une révolution, est un excellent produit et a eu un énorme succès. Parce que proposer un ordinateur à moins de 1000 francs en 1981 relevait d'un énorme défi et Sinclair l'a fait. Bref, on va regarder tout ça en détail, mais d'abord on regarde un petit historique de la marque Sinclair et surtout de comment est arrivé le ZX80 puis le ZX81. C'est parti. L'histoire du ZX80 remonte à la fin des années 70. À cette époque, les ordinateurs personnels existent déjà. Mais soit ce sont des machines d'initiation extrêmement limitées, offrant seulement un clavier hexadécimal comme interface d'entrée et un petit affichage LED de quelques caractères, soit il s'agit de machines imposantes, très capables, mais chères. En 1977, Clive Sinclair et Chris Curry, qui fondera plus tard Acorn, travaillent ensemble à Science of Cambridge. Ils conçoivent le MK14, un petit ordinateur basé sur le microprocesseur SCMP de National Semiconductor. Il est équipé d'un clavier hexadécimal, d'un affichage LED de 8 caractères et de seulement 256 octets de mémoire.
tout est disponible en kit à assembler soi-même avec ses petites mains pour moins de 40 livres, c'est-à-dire 210 € en 2020, une révolution à l'époque. À titre de comparaison, un Apple II coûte en 1977 750 livres de l'époque, soit 4800 € en 2020. Eh oui, c'est pas la même chose. On voit bien à quel point le MK14, bien qu'extrêmement limité, casse les codes alors établis et permet à des milliers de passionnés, surtout au Royaume-Uni, de posséder enfin un ordinateur pour s'initier à la programmation. Le succès du MK14 donne des idées à Sinclair qui souhaite créer un véritable ordinateur pour moins de 100 livres, respectant ainsi la philosophie de sa marque, créer des produits électroniques pour le peuple à des prix défiant toute concurrence. Ainsi commence le développement du ZX80 en 1978. Jim Westwood, ingénieur chez Sinclair, conçoit une architecture simple autour d'un microprocesseur Zilog Z80A. Tout est fait pour réduire les coûts de fabrication au maximum, l'objectif principal étant de descendre le prix de l'ordinateur en dessous des 100 livres. Le clavier par exemple est en fait une feuille de plastique avec les touches imprimées dessus qui, lorsque l'utilisateur appuie à sa surface, fait contact avec les pistes de la carte mère située juste en dessous. La qualité réduite du clavier a incité Sinclair à imaginer un nouveau concept pour rentrer les instructions de programmation dans la machine. Chaque touche donne ainsi accès à pas moins de 3 fonctions différentes: les caractères alphanumériques, les symboles graphiques et enfin les instructions basiques. Pour taper Print par exemple, il suffit d'appuyer sur la touche O et l'instruction apparaît à l'écran. Si le concept est déroutant de prime abord, il facilite la saisie pour les débutants et évite ainsi les fautes de frappe. La ROM de 4 kilo-octets contient un BASIC à la sauce Sinclair, offrant un minimum d'instructions et faisant l'impasse sur la gestion des nombres réels à cause du manque de place mémoire. Mais c'est déjà un exploit d'avoir pu rentrer un BASIC, l'éditeur de programme et la table des caractères dans seulement 4 kilo-octets de mémoire. Le ZX80 s'est très bien vendu, surtout en Angleterre, avec plus de 60 000 machines écoulées. Il a même été copié outre-Atlantique avec le Micro Ace par exemple. Le ZX80, contrairement à la croyance populaire, n'a donc pas été du tout un échec commercial. Au contraire, il a décomplexé l'informatique populaire et ouvert la voie aux machines d'initiation comme son successeur le ZX81. Les premières publicités pour le ZX81 apparaissent en avril 1981 en Angleterre et en décembre 1981 en France. Pour la première fois, un ordinateur avec clavier et BASIC intégré est vendu sous la barre des 1000 francs dans sa version déjà montée et 764 francs dans sa version en kit à monter soi-même. Le ZX81 offre plus que le ZX80, prend moins de place et est encore moins cher. Le succès est immédiat et le ZX81 va se vendre à plus de 1,5 million d'unités à travers le monde, devenant l'ordinateur d'initiation à l'informatique par excellence et formant des millions de gens au BASIC et à la programmation. Le ZX81 améliore plusieurs choses par rapport au ZX80 que je détaillerai dans cette vidéo, dont un BASIC plus complet et un affichage vidéo amélioré. Designé par le génial et regretté Rick Dickinson, le nouveau boîtier est également une réussite, tranchant nettement avec le design du ZX80 et de tous les autres ordinateurs de son temps. Pour conclure, comparons le prix des ordinateurs disponibles en décembre 1981 en France pour se rendre compte de l'impact du ZX81 à sa sortie. Ok, première chose qu'on va faire déjà, c'est ouvrir cette boîte du ZX80. Voilà, c'est se remettre dans l'ambiance. Genre, on est en décembre 81. Oui, parce que déjà en France, le ZX80 est arrivé assez tard. Déjà en décembre, si vous l'aviez, vous étiez chanceux. Il a fallu plutôt attendre 82. Mais là, je suis chanceux. On est décembre 81 et pour Noël, je viens de recevoir cette magnifique boîte du ZX81. Alors attendez, je me concentre, j'essaie de me remettre dans le feeling
gaming de l'époque. Donc il faut tout oublier, il faut oublier tous les ordinateurs que vous avez connus parce que il y a de fortes chances qu'à l'époque vous n'ayez croisé aucun autre ordinateur. Alors oui, bien sûr, si vous aviez des copains riches qui avaient un Apple II ou un TRS-80, ouais, d'accord. Mais à part ça, la plupart des gens n'avaient jamais croisé d'ordi. Et là, c'est la hype. Vous pouvez enfin acheter un ordinateur pour pas trop cher. Vos parents peuvent vous acheter un ordinateur parce que on est d'accord, hein, c'est pas vous à 10, 11, 12, 13 ans qu'allez vous acheter votre ordi. Donc moi, même s'il est à moins de 1000 francs, il faut quand même pas mal de sous pour se l'acheter. Donc vos parents ont craqué, se sont dit bon ben je vais quand même lui acheter un ordi, ça peut lui servir plus tard. Il va percer dans l'informatique dont tout le monde parle et il va être riche et donc par rebond nous aussi on récupérera des sous. Donc qu'est-ce qu'on peut dire sur cette boîte? Déjà, c'est pas une boîte française, justement, c'est une boîte d'importation. Elle est pas en super état, ok, d'accord, mais elle est pas trop mal quand même. Je sors pas les Scotch Lab, ça arrache tout. Donc c'est une boîte anglaise, mais on voit qu'il y a le sticker de l'importateur Jerick à Thionville. Dessus, je devine le ZX81, là, qui est dessiné. Magnifique. Regardons sur les côtés. Sinclair ZX81 Personal Computer made in the UK by Sinclair Research Limited. Ils sont où d'ailleurs? Ils sont à Cambridge évidemment. Pareil sur le côté, ça reste sobre. Pareil sur le côté, ça reste sombre. Attention, est-ce que dessous il y a plus d'infos? Mais oui, il y a plus d'infos dessous. C'est magnifique. Regardez-moi ce petit schéma dont on se régalait à l'époque. Donc j'essaie de comprendre les codes couleurs. En fait, je viens juste de me dire, bah oui, ce qui est en rouge, c'est ce qu'il y a dans la boîte normalement, et ce qui est en bleu, c'est ce que vous devrez rajouter. Et donc, il commence à vous expliquer quand même comment vous allez pouvoir utiliser votre ordinateur. How to set up your ZX81 personal computer. Yeah. The pack includes, donc il y a dans cette boîte l'ordinateur ZX81, l'alimentation, le câble pour la télé et le câble pour le magnétophone. Et bien sûr, il y a les Full Instruction and Computing Course, manuel d'utilisation qu'on voit ici, donc en rouge. Et alors c'est marrant parce que là, je sais pas si vous voyez, il y a marqué You own portable cassette recorder. Donc il faut que vous utilisiez votre propre magnétophone, mais entre parenthèses, c'est ça qui est drôle. Useful but not essential to store programs on ordinary cassette. Donc c'est utile, mais c'est pas essentiel. Ouais, enfin bon, au bout du deuxième jour, quand tu commences à retaper tes programmes à chaque fois, je vais te dire que ça va être essentiel. Allez, on ouvre la boîte. On est à Noël. J'ai enfin ramené la boîte dans ma chambre là. Je laisse les parents finir les chocolats. Et fébrilement, je sors le plexi de sa boîte. Waouh, c'est pas beau ça. Allez, vous êtes prêts? Mais faites-moi un plaisir, mettez-vous vraiment dans l'esprit de l'époque, hein. Vraiment comme si c'était vous qui ouvriez la boîte là. Waouh, waouh, il est là, il est enfin dans la maison. On va pouvoir programmer, on va pouvoir pirater le Pentagone. Alors je vais faire durer le plaisir, on va regarder d'abord les câbles. Ça c'est le câble UHF pour brancher sur la télé. Donc d'un côté plutôt RCA, de l'autre côté UHF, antenne, ok. Ici, le câble pour le magnétophone, donc la même chose des deux côtés, des mini jack mono, un gris pour le mic, un noir pour le ear, donc pour enregistrer et pour lire ces programmes. Ici, on a la belle alimentation, ils ont fait un effort de design même sur l'alimentation, je trouve ça excellent. Donc c'est un Sinclair ZX Power Supply, 240 volts et ça nous sort du 9 volts en continu à 0,7 ampères. Voilà. Donc je vous déconseille évidemment d'utiliser les alimentations de l'époque, ou en tout cas si vous le faites, checkez bien d'abord le voltage qui en sort, hein, pour être sûr que ce soit bien le bon voltage, donc du 9 volts. Et puis après, bon, il ne faut pas trop lui faire confiance parce qu'elle risque un jour de lâcher et donc d'envoyer autre chose dans le ZX81. Et puis enfin, on sort la bête de son écrin. Wow. Look at this. C'est pas beau? Oh là 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 là. Je suis toute chose devant ce futur qui arrive dans ma chambre. Je ne sais quoi dire. Je passe des petites voitures en métal et des soldats en plastique à un ordinateur. Je passe carrément du jouet d'enfant
Au futur, je rentre dans le monde adulte. Waouh! Pour bien profiter de son design, on va le mettre sur le podium. Vous avez l'habitude. Allez, c'est parti. Bien, maintenant que le ZX80 a fait sa petite star sur le podium, on va pouvoir le sortir de la scène et regarder un peu plus près les connecteurs, voir comment il est foutu. Alors déjà, il y a ce magnifique clavier sensitif. Donc là, c'est super parce que si vous renversez de la confiture dessus ou votre café, eh bien, il ne craint rien. Vous pouvez éponger d'un geste souple comme ça et votre ZX81 reviendra comme à l'origine, sans broncher. On reviendra sur le clavier et les différentes fonctions accessibles via le clavier parce que des touches peuvent avoir jusqu'à 5 fonctions différentes. C'est la philosophie qu'il y avait déjà sur le ZX80 et qu'on retrouvera sur le ZX Spectrum. En gros, c'est la philosophie de Sinclair. Mais on regardera ça en détail tout à l'heure. Donc sur le devant, à part le clavier, on a ZX81 en rouge et puis on a Sinclair ici en noir qui se détache un peu. Je ne sais pas si vous voyez, suivant l'angle, suivant l'éclairage. Le design de Rick Dickinson est juste incroyable, comparé par exemple au ZX80. Et puis même, ça tranchait à l'époque, la plupart des ordinateurs n'étaient pas noirs et rouges comme ça. Alors sur le côté droit, eh bien, pas grand-chose. Derrière, ici, on a le port d'extension. Bon, c'est vite dit, en fait, c'est vraiment un bout de la carte mère qui dépasse. Mais c'est là qu'on va brancher les extensions. Au début, il y aura les extensions mémoire, puis la petite imprimante Sinclair. Et puis après, suite au succès du ZX81, bien sûr, il va y avoir une flopée d'accessoires disponibles dans tous les sens. Donc c'est par là que ça se passe. Et on va pouvoir les enchaîner, ou pas d'ailleurs. Mais c'est aussi le talon d'Achille du ZX81, c'est-à-dire que une fois qu'on a une extension branchée ici, ben en fait ça tient pas super bien. Il suffit de, si on tape sur la table ou qu'on fait des trucs, qu'on bouge un peu, il y a de fortes chances que la connexion ici se fasse mal et que votre ordinateur reset. Donc c'est un des problèmes connus du ZX81. Donc côté droit on l'a vu, côté gauche, en fait c'est là que tout se passe. Donc côté gauche on a la sortie ici vidéo pour brancher sur la télé. Alors à l'origine bien sûr c'est une sortie antenne UHF, il faut donc la brancher sur la prise antenne de sa télé et trouver le bon canal pour avoir l'image à l'écran. Ici on a 3 mini jacks qui sont exactement de la même taille et il y en a 2 c'est pour le magnétophone, donc ear ça va être à brancher justement au ear du magnétophone, c'est pour que l'ordinateur reçoive les données du magnétophone, et mic c'est pour microphone, ça va être quand l'ordinateur va envoyer les données vers le magnétophone qu'on veut sauvegarder nos programmes. Et ici à droite on a l'alimentation en 9 volts. Et alors le drame, c'est que c'est exactement les mêmes connecteurs que le magnétophone et c'est juste à côté. Donc il faut vraiment faire super gaffe quand on met son alimentation ici, de ne pas le mettre à côté, sinon on peut griller son ZX81, ce qui est bien dommage. Mais là aussi c'est une question de réduction des coûts. Voilà, ils ont fait ça pour acheter 3 fois le même connecteur, les mettre à côté et puis voilà, c'est comme ça. Et puis c'est tout au niveau cosmétique, voilà, c'est tout ce qu'il y a comme connexion, le strict minimum, mais là aussi tout est pensé pour réduire les coûts au maximum et pouvoir présenter un ZX81 à ce prix-là, c'est-à-dire 50 livres en kit ou 70 tout monté, c'est juste incroyable, personne n'a jamais fait ça avant.
Si on le compare au ZX80 que j'amène ici, vous voyez tout de suite que le ZX81, en fait, il est plus grand, il est plus gros que le ZX81. C'est-à-dire que le successeur du ZX80 est plus petit. Alors que déjà le ZX81 était une réussite de miniaturisation, le ZX81 l'est encore plus, et on va voir pourquoi quand on va ouvrir les deux machines. Pour preuve, je vais mettre ZX81 au-dessus du ZX80 et vous voyez qu'il y rentre parfaitement. Pour le fun, on peut regarder sur le ZX81 comment c'était foutu. Alors, on avait le port d'extension qui est là et compatible, en tout cas pour la mémoire. La sortie UHF était là et les 3 mini jack étaient là aussi pour le magnétophone et pour l'alimentation, déjà à côté l'un de l'autre, ce qui était déjà le bordel, mais au lieu qu'ils soient à gauche sur le ZX81, ils étaient derrière pour le ZX81. Alors pour le fun, même si c'est pas le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, on peut mettre le ZX Spectrum à côté du ZX81. Et vous voyez que le Spectrum est quand même un peu plus grand, mais pas beaucoup plus. Évidemment, le ZX Spectrum apportera beaucoup de nouvelles choses, la couleur notamment, la haute résolution. Mais dans la philosophie de ce que voulait faire Sinclair, le ZX Spectrum est clairement une évolution du ZX81. D'ailleurs, si vous prenez des programmes ZX81, vous pouvez les adapter pratiquement sans rien faire sur le ZX Spectrum. Vous les tapez, ils marcheront, même si au niveau graphique, il faudra faire quelques adaptations, mais c'est toujours le basic Sinclair, la même philosophie, et la même philosophie aussi sur les touches, vous voyez le nombre d'instructions qu'il y a dessus. Mais on verra le ZX Spectrum en détail plus tard. Ok, on va ouvrir le ZX81 et regarder ce qu'il y a dedans. Alors, pour ouvrir le ZX81, il faut évidemment le retourner. Et les vis se trouvent sous les petits pads qu'il y a ici, que j'ai enlevé, alors sauf celui en haut à droite. Ça vous évite de l'enlever si vous regardez la vidéo et que vous voulez faire pareil. Et après, il suffit d'enlever des petites vis qui étaient donc cachées sous ces pads. Ces pads qui étaient juste collés, donc ils se sortent facilement. Et puis, on accède aux vis. Alors, il y a 2 autres vis là, qui, elles, n'étaient pas sous les pads. Sous les pads, sous les vieux. Ok, last one. Ok, on peut retirer le capot principal. On va le laisser comme ça, les vis restent bien en place. Et on a accès à la carte mère. Alors, on a accès à l'arrière de la carte mère, c'est déjà pas mal. Et qu'est-ce qu'on peut dire déjà ? La carte mère est vraiment petite, elle est là. Et ici, vous avez un dissipateur de chaleur qui prend assez de place quand même, qui se retrouve sous le clavier qu'on a là, on devine la nappe ici. Et ça, c'est une des choses qu'il n'y avait pas comme ça dans le ZX80. En tout cas, il y avait un dissipateur de chaleur, mais pas aussi gros. Donc là, on voit qu'ils l'ont agrandi. On pourra comparer tout à l'heure avec ZX80 quand on va regarder à l'intérieur. Alors, pour accéder complètement à la carte mère du ZX81, il reste 2 vis à sortir. Celle-là et celle-là. On va les mettre de côté. Et on peut du coup retourner la carte mère en faisant très attention. Pourquoi ? Parce que ici, ce sont les nappes de connexion du clavier et elles sont très très fragiles. Cet ordinateur, là, je l'ai récupéré il n'y a pas longtemps. Et la première fois que j'ai ouvert, elles se sont complètement sectionnées. Vous voyez ici, là, au niveau des plis, quand c'est vieux, usé, ça se sectionne complètement à ce niveau là aussi. Alors, des membranes de rechange du ZX81, vous pouvez en trouver en ligne assez facilement et qui vous permettent de changer complètement le clavier, la membrane de clavier, donc pas de souci. Mais avant de faire ça, vous regardez effectivement si vous avez une coupure, vous pouvez très bien redécouper plus haut la connexion et sur les 2 parties, ça raccourcit la nappe, c'est pour ça que là j'avais du mal à le retourner, mais vous pouvez encore insérer le bout nouvellement découpé, qui est plus solide, dans les connecteurs du clavier. Au niveau des puces, vous voyez qu'il n'y a pas grand chose, il reste 5 puces et sur certaines cartes du ZX81, des fois il n'y en a que 4 parce que ici en fait on a les 2 puces qui font 1 kilo octet de RAM, donc des 2114 qui travaillent ensemble parce que oui, le ZX81
n'a que 1 kilo-octet de RAM à la base. C'est un peu pour ça aussi qu'il est pas cher, mais ça permet quand même d'apprendre à programmer, et puis assez vite vous allez acheter une extension mémoire 16K et donc pouvoir faire des programmes un peu plus longs. Ici vous avez la ROM Sinclair de 8 kilo-octets, donc qui contient le basique Sinclair nécessaire pour programmer l'ordinateur. Ici, vous avez le fameux Z80, donc ici une puce NEC D780C qui est une puce NEC compatible avec le Z80 de Zilog. Donc c'est le microprocesseur de l'ordinateur, c'est lui qui fait tout fonctionner. Et ici, vous avez une puce très spéciale qui fait tout le reste, qu'on appelle ULA, designée spécialement par Sinclair, construite par Ferranti, une boîte très connue en Angleterre. C'est cette puce qui permet de réduire encore plus le ZX81 par rapport au ZX80 qu'on va regarder tout de suite pour comparer. Et c'est cette puce qui remplace toutes les autres puces qu'on va voir dans le ZX80. D'ailleurs, on va regarder ça tout de suite. Vous voyez ici, on peut comparer facilement donc la carte mère du ZX80, qui est beaucoup plus grande finalement que celle du ZX81, et il y a beaucoup plus de puces. Vous avez 21 puces là, ici il n'y en a plus que 5. C'est toute la magie du ZX81 et le savoir-faire de Sinclair, c'est d'avoir réduit toutes ces puces qui finalement prend du temps à monter et coûtent de l'argent, en une carte mère beaucoup plus simple, beaucoup plus intégrée, et c'est particulièrement cette puce-là, ULA, qui remplace un peu toutes les puces logiques qu'on trouve autour. Parce que là, finalement, dans les ZX80, vous aviez le microprocesseur ici, la ROM là, et les 1K de mémoire ici. On trouve le port d'extension ici, qui était déjà là sur le ZX80. On trouve le boîtier UHF ici, qui était là aussi sur le ZX80, et qui permet donc de transformer le signal qui sort de la puce ULA vers la télé. La puce ULA, je disais, fait énormément de choses. Elle fait l'encodage du clavier, des entrées-sorties, par rapport au magnétophone, par rapport à la vidéo, c'est elle qui traite ça aussi. Bref, c'est vraiment une puce spéciale à tout faire. Et si elle tombe en panne aujourd'hui, elle est plus compliquée à changer que les autres qui sont finalement des puces classiques qu'on peut interchanger. Au niveau des connecteurs d'alimentation et interface cassette, ils sont ici et on les avait déjà là sur le ZX80. Ici, vous avez le régulateur de tension 7805, donc qui va transformer le 9 volts qui rentre dans l'ordinateur en 5 volts dont a besoin le ZX81. Et c'est sur lui qu'est attaché le dissipateur thermique, parce que c'est lui qui chauffe. Il émet de l'énergie puisqu'il va réduire du voltage. Il faut que l'énergie parte ailleurs et elle part en chaleur et dissipée donc par cette plaque métallique. Et on voit que sur le ZX80, la plaque était beaucoup plus petite et effectivement le ZX80 avait tendance à chauffer plus vite que le ZX81. Donc si vous réparez un ZX81 parce qu'il ne marche pas, une des premières choses à vérifier, c'est que ce régulateur marche toujours et qu'il transforme bien votre 9 volts en 5 volts. C'est important. Alors il y a un truc bizarre sur cette carte mère, c'est ça, vous allez me dire. Ça, c'est déjà une intervention que j'ai faite puisque c'est un mode vidéo composite qui permet de bypasser le boîtier UHF, de récupérer la masse ici, 5 volts qui rentrent dans le boîtier, et le signal vidéo qui sort directement de la puce ULA. Et grâce à cette petite carte que j'avais trouvée sur The Future Was 8-bit à l'époque, ça sort la vidéo composite, et je l'ai soudé directement sur le connecteur RCA qui à l'origine servait pour un signal UHF et qui maintenant sert pour un signal composite. Donc ça marche bien et vous verrez tout à l'heure qu'on va le brancher, que ça permet d'avoir une image sur des télés beaucoup plus facilement. Donc voilà, cette simple comparaison permet donc de voir qu'il y a bien une différence entre le ZX80 et le ZX81. Ils l'ont fait plus petit, plus intégré et pourtant moins cher. Avant de brancher le ZX81, je vais quand même vous montrer un ou deux accessoires qui sont typiques, qu'on trouve souvent. Donc ça, c'est l'extension RAM 16 kilo-octets, l'extension officielle de Sinclair.
qui pouvait être aussi utilisé sur le ZX80. C'était vite devenu indispensable parce que les 1 kilo-octet de mémoire, vous remplissez un écran et vous avez plus de mémoire. D'ailleurs, il ne vous reste pas 1 kilo-octet de mémoire pour programmer, mais beaucoup moins. Donc ça, typiquement, l'interface vient se brancher à l'arrière de l'ordinateur, ici. Et donc, on a un ZX81 de 16 kilo-octets et qui ressemble plutôt à ça. Et ce que je vous disais tout à l'heure, dès qu'on touche un peu là ou qu'on tape sur la table, ici, la connexion bouge un peu et l'ordinateur peut resetter et on peut perdre ses programmes. Bien sûr, il y a plein d'autres constructeurs qui sont mis à faire eux aussi des extensions en tout genre, des extensions mémoire, des extensions de résolution graphique, des extensions pour le son, pour le joystick. Il y a même eu des lecteurs de disquettes, il me semble, des disques durs plus tard, des cartes entrée-sortie, évidemment. Beaucoup de choses. Le ZX80, voilà, c'était un ordinateur de passionné. Il y a eu beaucoup d'extensions disponibles. Et ici, par exemple, c'est une autre extension mémoire de 16 kilo-octets par AGB. C'est rigolo parce que cette société AGB a fait d'autres extensions 16K et elles n'ont pas cette gueule. Donc là, par contre, c'est du solide, hein, c'est du métal, mais ça fait la même chose que cette extension-là. Après, dans le fameux coffret initiateur, il vous livre le ZX81 avec plusieurs choses, et notamment un petit clavier comme ça, qui se rajoutait sur le clavier plat de base, et qui est une sorte de clavier un peu plus épais, type calculatrice, avec des touches en plastique dur. Et vous voyez dessous, quand vous appuyez, je ne sais pas si vous voyez, il y a une sorte de languette souple qui se lève, en l'occurrence, donc qui descend sur les touche dessous pour appuyer sur la membrane. C'est vraiment cheap. Surtout le problème, c'est arriver à le caler, donc il faut le coller. On voit qu'il y a des restes colle ici. Ou le maintenir avec du scotch sur les côtés. Mais ça marche pas trop mal, hein. C'est gadget, mais c'est un peu plus agréable que le clavier plat à membrane. On avait la fameuse imprimante Sinclair, la ZX Printer, donc ça c'est magnifique. Regardez-moi cette taille, cette miniaturisation incroyable. Une imprimante thermique. Oui, c'est une imprimante thermique en fait, avec du papier spécial. Mais waouh, c'est tout petit. Regardez-moi comme c'est mignon à côté d'un ZX81. C'est juste dans le délire de Sinclair de tout miniaturiser avec ce design parfait en noir et rouge et surtout mini, quoi. On dirait des trucs de gadgets Lego. Alors, l'imprimante se branche sur le port d'extension et vous voyez que il y a un pass-through, donc on peut brancher après l'extension mémoire et on a sa petite imprimante comme ça. Donc là, ça commence à être sérieux là. Là, on va pouvoir faire les budgets de la famille, on va pouvoir faire monter son entreprise, jouer sur les marchés financiers et tout là. C'est juste incroyable. Alors, la ZX Printer, il y a la courroie qui est connue pour lâcher. Heureusement, il y a des gens qui en refont. J'en ai commandé, mais on va pas faire ça aujourd'hui. On consacrera une autre vidéo spéciale pour l'imprimante. Pour l'instant, on se cantonne aujourd'hui à tester l'ordinateur lui-même. Ok, on est enfin au moment fatidique, on va pouvoir brancher le ZX81 et voir ce que ça donne à l'écran. Alors, on met l'alimentation dans le bon trou, hein, jamais se tromper de trou. Et j'ai relié donc le ZX81 à cet écran Sony en CRT via le câble composite ici du coup, parce que après la modification que j'ai faite, le ZX81 sort bien un signal vidéo composite. Donc on voit qu'à l'écran, en fait, on a juste un cas blanc dans un carré noir. Il n'y a pas de message de bienvenue, si c'est Sinclair, combien il y a de mémoire, non. Ça, il n'y a pas. Et donc là, on doit se débrouiller avec le clavier et la dock, évidemment, hein, qui est quand même bien faite. Mais on doit déjà apprivoiser le clavier. Alors déjà, sur ZX81, il n'y a pas vraiment de fonction genre mem ou free pour savoir combien il y a de mémoire disponible pour l'utilisateur. Il faut taper un petit programme pour le savoir et c'est la première chose qu'on va faire. Alors, on va taper sur ce clavier de l'enfer, mais finalement qui est agréable. Certes, il n'y a pas de retour sonore, il n'y a pas de retour physique, mais ça marche bien. Alors, vous voyez là, si j'appuie sur P, ça va normalement afficher directement l'instruction print
Et ça, c'est top. En fait, ils sont partis du principe que le clavier était pourri, donc les gens n'allaient pas taper lettre par lettre les instructions. Donc, il fallait trouver une autre solution, et c'est de rentrer les instructions directement sur les touches. Donc, quand vous appuyez sur une touche, la commande basique s'affiche automatiquement. C'est vrai qu'il faut un temps d'adaptation, mais en fait, petit à petit, quand on sait où sont les bonnes touches, c'est vrai qu'on commence à taper rapidement sur un ZX81, et en plus, l'ordinateur interprète et vérifie à chaque fois qu'on tape quelque chose, qu'il n'y ait pas de problème de syntaxe. Alors déjà, il y en a moins, puisque les instructions sont tapées automatiquement, mais aussi, quand on finit les instructions avec les variables, etc., une fois qu'on valide la ligne, l'ordinateur va vérifier que tout est OK. S'il y a un problème, il va nous le dire. Donc, pour afficher combien il y a de mémoire sur cet ordinateur, je vais taper ce petit programme. Donc, en rouge, vous avez les caractères que je vais pouvoir accéder avec la touche Shift, donc là, la parenthèse ouvrante. Et là, plus compliqué, j'ai besoin d'atteindre l'instruction PIC, vous voyez, qui est en dessous de la touche O. Alors là, il faut faire Shift fonction. Vous voyez que le caractère à l'écran change en F, le curseur. Et puis, je laisse appuyer sur Shift et je vais appuyer sur PIC, sur la touche O. Donc, pour accéder aux instructions qui sont sous la touche, j'appuie sur Shift fonction, je laisse appuyer sur Shift et j'appuie sur la touche concernée. On va faire PIC 16386 plus 256 multiplié par PIC 16387. Donc là, ce sont des emplacements mémoire qui contiennent les limites de l'espace disponible. Et on va faire moins, entre parenthèses, PIC 16404 plus 256 multiplié par PIC 16405, qui sont là des emplacements à mémoire qui contiennent ce qu'on a déjà utilisé. Donc c'est en gros la limite mémoire maximum moins ce qu'on utilise déjà. Là, on fait New Line pour entrer la ligne. Vous voyez que l'ordinateur, du coup, m'affiche la ligne en haut de l'écran. Oui, c'est le mode d'opération Sinclair, c'est comme ça. Donc si je fais un list, ça refait exactement la même chose en fait. Il n'y a pas d'erreur. Je vais pouvoir exécuter le programme en appuyant sur la touche R pour Run. Je fais New Line. Et là, j'ai 788 octets de libre pour programmer. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, alors quand on dit que le ZX81 a 1 kilooctet de mémoire, certes, mais il gère d'autres choses, il ne reste que 788 octets de libre pour l'utilisateur pour programmer en basique. En gros, vous remplissez cet écran d'un programme, la mémoire est pleine. Voilà, les programmes en général de 1 kilooctet, enfin en tout cas de 788 octets, fait que vous ne pouvez pas vraiment dépasser le nombre de lignes que l'on voit à l'écran. Et c'est pour ça que l'extension mémoire est rapidement indispensable pour faire quelque chose d'intéressant avec le ZX81. Alors on va refaire le même programme, mais cette fois en branchant l'extension 16K et voir quels résultats il nous donne. Ok, j'ai branché l'extension 16 kg RAM sur le ZX81, donc à l'arrière, sur le port d'extension. J'ai rallumé l'ordinateur. Je viens de retaper le même programme que tout à l'heure, et on va l'exécuter en appuyant sur la touche R pour Run, et voir ce que ça donne. 15 380. Ah oui, là c'est pas la même chose. Effectivement, j'ai 15 kilooctets de disponibles pour programmer sur le ZX81. Ouf, c'est déjà autre chose. Alors j'ai une anecdote par rapport au ZX81, c'est que vers 1982-83, je pense que c'était en 1982, j'avais mon voisin Vincent qui rentrait des courses avec sa mère juste avant Noël. Donc il avait fait les courses de Noël, ils avaient acheté des cadeaux en fait, ou en tout cas sa mère est rentrée dans la maison, elle discutait avec ma mère, et lui est venu me voir et m'a dit viens voir Olivier, c'est incroyable, ma mère elle m'a acheté un ordinateur pour Noël, on l'a acheté là, il est dans les poches. J'ai dit un quoi? Je comprenais pas trop en fait ce qu'il voulait dire. Il m'a dit si un ordinateur s'appelle un ZX81
Et donc pendant que les mamans discutaient, on allait fouiller dans les poches des courses et effectivement on a vu une grosse boîte ZX81 et il a commencé à me montrer la boîte rapidement. On l'a pas ouvert, hein, mais il y avait ce visuel donc sur la boîte. Je voyais bien de quoi il s'agissait. Enfin en tout cas je l'ai vu visuellement, mais à l'époque j'avais aucune idée de ce que c'était, de ce qu'on pouvait faire avec un ordinateur. Moi j'étais encore avec mes voitures en métal et mes soldats en plastique. Donc bon, ok, pourquoi pas. Et puis après Noël, comme on fait souvent traditionnellement avec ses amis, on est allé chez les uns et chez les autres pour voir les cadeaux qu'on avait. Et je me rappelle que quand je suis allé chez Vincent, il m'a d'abord montré un jeu électronique. Il avait Labyrinthe, ou une sorte de jeu de stratégie où on se déplace sur un socle avec des personnages. C'était hyper bien ça. Et puis à un moment donné, j'y repense et je lui dis mais au fait, l'ordinateur que t'as eu, tu peux me montrer ce que ça fait? Et j'étais un peu curieux quand même. Et il me dit ah oui, je viens, je te montrer. Il aurait été dans un coin de la chambre, le ZX81 comme ça, posé devant une petite télé. Il a allumé, il a ouvert le manuel, il a commencé à taper un programme, il m'a dit tu vas voir c'est super. Ah ouais, et puis en fait il a tapé un programme pendant un quart d'heure. Moi j'étais à côté, j'attendais, j'étais là bon, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit c'est bientôt fini. Il me dit oui t'inquiète, c'est bientôt fini. En fait un quart d'heure après il me dit ça y est, j'ai fini. Et c'est ce programme là que je vais taper et vous montrer pour que vous vous rendiez compte du choc que j'ai eu à l'époque. Voilà, je viens de taper le programme, vous êtes prêts, devant vos yeux ébahis, vous allez avoir la même surprise que j'ai eue à l'époque quand il a fait run sur son ordinateur. Attention, run. Waouh, j'avais attendu un quart d'heure pour ça. Et en fait, à l'époque, quand il a lancé le truc, il était hyper content. Et moi, j'étais là, ouais, je comprenais pas en fait, j'étais pas trop dans les ordinateurs, j'imagine. Et donc mon premier contact avec un ordinateur, ça a été ça. Et je me suis dit, bah c'est nul, ça sert à rien. Et après on s'est retourné, on dit bon, t'as autre chose, t'as un Goldorak géant ou Labyrinthe, enfin on a continué à jouer aux autres trucs. Et je pense que lui-même n'a plus jamais trop touché son ZX81. Voilà, c'était pour l'anecdote. Donc ça, c'est un programme tout simple du mode d'emploi qui affiche tous les caractères ASCII disponibles sur le ZX81. On voit notamment les caractères inversés, les caractères graphiques aussi, parce que c'est vrai, on n'en a pas parlé, mais le ZX80 a la particularité d'avoir des caractères semi-graphiques, donc qui sont des sortes de blocs de 4 carrés, et il y a un peu toutes les combinaisons, ça permet de faire des graphismes avec ça. Tous les jeux utilisent plus ou moins ces blocs graphiques-là, mais en plus sur le ZX81, ce qu'il n'y avait pas sur le ZX80, c'est des instructions supplémentaires, notamment InKeys, donc qui permet de lire au clavier tout en continuant le déroulé du programme, donc ça c'est super important pour les jeux d'action notamment. Il y a plot et unplot, qui sont deux instructions qui permettent d'allumer des pixels à l'écran. Alors certes, la résolution n'est pas importante, je crois qu'elle est de 64/44, un truc comme ça, mais ces deux instructions sont top, ça permet vraiment de dessiner des choses à l'écran, ce qui n'était pas directement possible sur le ZX80. Après, il y a plusieurs fonctions qui ont été rajoutées, et important aussi, le ZX81 gère les nombres à virgule, alors que le ZX81, lui, il ne gérait que des entiers. Donc c'était assez limité aussi. Et puis, important, une des plus grosses améliorations quand même par rapport au ZX80, c'est l'affichage. Je ne sais pas si vous vous rappelez dans la vidéo que j'avais faite sur le ZX80, le gros problème c'est que à chaque fois que l'ordinateur processe, fait quelque chose, réfléchit, il coupe l'écran. Il peut pas faire les deux à la fois, il peut pas gérer l'affichage et en même temps calculer. Donc ça, c'était une grosse limitation du ZX80, et heureusement qu'ils ont amélioré sur ZX81. Du coup, le ZX80 réagit comme un ordinateur normal, c'est-à-dire il peut afficher des choses à l'écran et continuer à calculer des choses. Mais ils ont inséré deux instructions supplémentaires qui s'appellent Fast et Slow. Et donc l'ordinateur ZX80 travaille par défaut en mode Slow, c'est-à-dire il affiche tout, il calcule en même temps, etc. Mais vous pouvez aussi faire le mode Fast qui ressemble donc plus au ZX80, où là il va couper l'affichage pour pouvoir calculer plus vite les choses. Et pour illustrer cette question de Fast and Slow, on va... Vous voyez sur le clavier, il y a l'instruction Slow justement, donc je vais mettre en Slow. En fait, je le suis déjà. Je fais Run. Donc regardez bien le temps que ça prend pour afficher tous les caractères à l'écran comme on a vu tout à l'heure. Ok. Maintenant, je vais mettre en mode Fast. Donc sur la touche F, Shift,
F, je vais rentrer en mode fast. Je fais New Line. Ok, je vais faire Run. Alors là, vous voyez déjà, quand j'appuie sur une touche, l'écran clignote. C'est vraiment comme faisait le ZX80. Je fais Entrée et vous allez voir ce qui se passe. L'écran se coupe, il est noir, et hop, quand il se rallume, par contre, il est rempli de ce qu'on lui a demandé, c'est-à-dire tous les caractères affichés. Et là, il a fait beaucoup plus vite qu'en mode slow. C'est comme ça que fonctionnaient les ZX80, mais c'était pas pratique pour faire des jeux ou être interactif, c'était pénible à chaque fois que l'écran clignote. Donc là, par défaut, le ZX81 fonctionne en mode slow, avec moins de clignotement à l'écran, un affichage certes un peu plus lent, en tout cas en basique, mais tellement plus agréable pour l'œil. Bon, maintenant qu'on a fait un peu le tour de l'ordinateur, il est temps de s'amuser un peu et on va charger un ou deux jeux démo homebrew. On va tester ça rapidement parce que je crois que la vidéo doit être assez longue déjà. Et premier exemple, on va charger un jeu sur cassette. Alors je suis pas au stock de l'association et j'ai retrouvé chez moi que cette cassette qui est un jeu d'échecs pour ZX81 qui nécessite 16 kilooctets. D'ailleurs, c'est marqué Timex Sinclair 1000 qui est la version américaine du ZX81. Alors, on va ouvrir la cassette, le jeu de chess. Donc on met la cassette dans le magnétophone, on ferme. Oui, alors ça c'est un magnétophone Excelvision. Là aussi, hein, on est à la maison, donc j'ai pris ce que j'avais dans le garage. J'avais ce petit magnétophone pour donc les ordinateurs Excelvision, mais a priori c'est un magnétophone tout à fait classique. On a branché le câble magnétophone sur le ear du magnétophone jusqu'au ear du ZX81. Normalement ça doit marcher. Alors sur le ZX on tape load entrée. Alors vous voyez qu'il met un affichage bizarre, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. C'est parce que la puce ULA dont je vous avais parlé gère en même temps l'écran, en même temps la cassette et en même temps plein d'autres choses. Mais sur cette puce-là, la pin 16 sert en même temps à l'affichage et à la cassette. Ce qui fait que du coup, quand on essaie de charger un jeu ou qu'on sauvegarde, on a un affichage très bizarre sur l'écran. Voilà, au contraire d'autres ordinateurs qui normalement continuent à avoir un affichage normal et vous afficher des messages à l'écran si le jeu se chargeait bien ou pas. Là, non, c'est pas possible. Donc vous avez cette sorte de stripe et quand on va faire lecture sur le magnétophone, ces rayures-là vont bouger. Voilà, de manière absolument pas aléatoire, mais très chaotique. On entend quand même les données, hein. Ça, vous ne pouvez pas ignorer qu'on entend les données. Et on devine que finalement ça charge. Quand vous avez ce type de rayure comme ça, c'est que a priori ça se passe bien. Bon, on va attendre 5 minutes et puis on voit ce que ça donne. Et voilà, après 5 minutes de temps d'attente de chargement dans un bruit infernal, le jeu s'est enfin chargé. Tout marche nickel avec ce magnétophone Excelvision et cette vieille cassette trouvée au fond d'un tiroir du jeu d'échecs. Would you like a game of chess? C'est qui marche alors. On va faire yes. Will you play white or black? White. Select difficulty. On va faire 1. Vous voyez, là il était en mode fast parce qu'il clignote à chaque fois que je rentre des données. Par contre, le damier, il a affiché hyper vite. Donc ça, c'était pour vous montrer voilà, comment à l'époque on chargeait un jeu sur son ZX81, sur cassette, via un magnétophone. Et c'est ce genre de jeu qu'on avait au début, c'est-à-dire avec des graphismes très crus, très basiques. Ça, c'était les premières années du ZX81. Bon, le magnétophone c'est bien, mais tout le monde n'a pas X cassettes chez soi, des magnétophones, etc. Donc les autres moyens de charger des jeux sur le ZX81, il y en a plein. Notamment, si vous avez l'ordinateur à côté, il y a des utilitaires qui peuvent transformer les fichiers de jeux qu'on récupère sur Internet, qui sont en général en extension .p pour le ZX81, transformer ça en Wave que vous pouvez charger à partir de votre ordinateur. Il vous suffit alors de relier le ZX81 et la prise casque de votre PC, bling, de lancer la lecture du Wave généré,
et vous chargez votre jeu sur ZX81. Il y a aussi une flopée d'appareils de ce style qui remplace des magnétophones mais de façon numérique, soit avec des cartes SD, CF, et vous le posez là, vous le reliez à l'ordinateur, ça marche aussi. Franchement, il y a pas mal de solutions. Mais le top du top, c'est ça. Le ZX Pand Plus. Donc c'est une extension qui a été faite ces dernières années, qui se branche à l'arrière du ZX81 et qui permet de faire une multitude de choses, notamment d'avoir accès à tous vos fichiers à partir d'une carte SD comme si vous aviez un disque dur. Ça vous rajoute aussi une prise joystick au format DB9 Atari classique. Il y a aussi dessus une puce Yamaha pour rajouter du son au ZX81. Oui, enfin, il y a plein d'options et je ferai une vidéo dédiée au ZX Pen Plus prochainement. Mais c'était pas trop le sujet de cette vidéo. Aujourd'hui, par contre, il va nous aider à charger les jeux un peu plus vite. Alors, je le branche à l'arrière du ZX81 sur le port d'extension. Voilà, comme ceci. J'allume le ZX81 et là, au miracle, il affiche carrément un menu à l'écran hyper convivial dès son démarrage. Donc ça change la vie. Alors vous pouvez vous promener dans l'arborescence avec un joystick, si vous en avez un que vous branchez sur la prise joystick, ou alors avec les flèches, vous montez, vous descendez. Là, je vais à la lettre T, j'appuie sur New Line. Il rentre à l'intérieur du répertoire, il me montre tous les fichiers qu'il y a dans le répertoire, donc tous les jeux que j'ai chargés. Je descends sur treasure.p, j'appuie sur Entrée, et waouh, apparaît un jeu incroyable qui s'appelle Treasure Hunter, qui a été fait par le génial Tadeu Coringa da Silva, donc j'imagine un Portugais ou un Brésilien. Et ce jeu est juste incroyable dans sa réalisation. Alors je crois que c'est un jeu tardif de la vie du ZX81, vers 1986 il me semble. Donc pas considéré comme un homebrew au sens moderne du terme, c'est-à-dire qui a été fait ces dernières années, mais entre les deux, fin de la vie commerciale du ZX81. Et c'est un bon exemple de ce qu'on peut arriver à faire avec un ZX81 quand on le maîtrise. Donc il y a un grand écart entre le jeu d'échecs que je vous ai montré de 1982 et ce jeu-là apparu en 1986. Alors on a les touches là, à gauche 5, à droite 8, 0 pour sauter et 6 pour descendre de la corde. Et puis on a différents trésors qu'il faut ramasser. On appuie sur une touche pour commencer. Alors voilà, je voulais le montrer parce qu'il est juste énorme ce jeu, très inspiré de Pitfall, vous allez voir, mais waouh, qui aurait cru qu'on ait un jeu fin années 80 avec d'aussi gros sprites sur ZX81. Alors vous voyez, hop, alors jouer au clavier, c'est pas facile. Voilà, je suis tombé évidemment. Voilà, j'arrive à passer. Mais ce qui est génial, c'est qu'il y a, je sais pas combien de tableaux, je sais pas comment il a réussi à caser ça en 16 kilooctets. Et à chaque tableau est un peu différent. Il y a des surprises avec des nouveaux obstacles à éviter. C'est juste énorme. Alors, ce qui est pratique au ZX Pen, c'est qu'il y a un petit bouton reset sur le côté. Voilà, il suffit d'appuyer dessus et on revient au menu de départ. Ça, c'est super pratique, hein. Ça manque vraiment sur les ZX81 d'avoir un bouton reset. On a vu le jeu d'échecs 1982, très tôt dans la vie du ZX81. On vient de voir Treasure Hunter 1986. Et là, je vais vous montrer un homebrew Crozy. Waouh! C'est pas énorme de voir ça sur un ZX81, sérieusement. Donc, fait par Bob Stuff. Donc, Crozy Road, basé sur le jeu Crossy Road, que vous connaissez sûrement. Ce jeu a été fait donc en 2014. La version ZX81 en 2015. Il nous montre les touches là, donc 7, 6, 5, 8. Pay to play. Alors, on va essayer... Oh, allez. Alors je sais pas si... Waouh. Merde, je suis mort. C'est les touches là, c'est difficile et il faudrait un joystick. Oli, 7 points. Super. Allez, on réessaye. Je vais essayer de faire mieux quand même. Alors c'est...
je ferai pas mieux. Vous voyez que c'est une sorte de remix de Frogger, c'est juste énorme en fait. Parce que le jeu moderne était lui-même effectivement très inspiré de Frogger, qui est un vieux jeu, mais Crossy Road, c'est un peu une sorte de remake de ce jeu-là. Et vous voyez le scrolling et tout, c'est énorme. Waouh. Allez, vite, remets-toi sur... Voilà. Bon, oh là là, il y a même les sprites avec les trucs qui passent derrière et tout. C'est juste fou. Alors bien sûr, je peux me déplacer sur les côtés. Hein. Oh là là, le train. Ok, les trains, ils arrivent à Donf. Bon, c'était juste pour vous montrer, voilà, techniquement, aujourd'hui, ce qu'ils arrivent à faire sur un ZX 81. C'est juste un truc de fou. Mais la ludothèque du ZX81, elle est vaste. Il y a plein de choses. Et puis ça s'étale entre voilà, des jeux très crudes, très bruts du début des années 80, jusqu'à actuellement beaucoup de gens qui développent encore pour ZX80 avec des trucs juste fous. Donc j'espère consacrer des vidéos aussi aux jeux ZX81, vous montrer un peu mes jeux préférés. Et pour la dernière démonstration, je vais vous montrer un truc cool aussi. Ok, pour conclure cette vidéo, je voulais vous montrer une petite démo. Alors, des démos ZX81, il y en a plein qui font des choses impressionnantes. Voilà, ça c'est quand même super impressionnant pour un ZX80. Un ZX80 n'a pas de haute résolution, il ne peut pas faire du pixel par pixel comme ça, c'est impossible a priori. En tout cas, les créateurs du ZX80 n'avaient pas du tout prévu des choses comme ça. Et là, regardez-moi ce que les mecs arrivent à faire. C'est juste incroyable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Alors au niveau logiciel, on a fait un tour rapide, hein. Je ferai d'autres vidéos plus approfondies, mais je crois qu'on a fait quand même le tour un peu de ce qu'il y avait à dire sur le ZX81, en tout cas une bonne introduction. Je ferai sûrement d'autres vidéos sur le ZX81, j'ai parlé de l'imprimante, le ZXpand, des jeux, et puis j'ai des ZX81 très particuliers aussi à vous montrer dans des prochaines vidéos. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi aussi longtemps dans cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, c'est quelque chose qui est important pour moi, et puis vous, ça vous permettra de pas louper mes prochaines vidéos où on va tester encore des vieilles machines, des vieux jeux, etc. Voilà, merci encore, à bientôt, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.